Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées, avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « Âme noire en péril ». Son auteur, Famara Camara, nous fait l'immense plaisir parce qu'il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Âme noire en péril de Famara Camara. Dounia, le cadet de la famille, est témoin de la guerre. Dès son arrivée à Laya, Forêt-Caria, République de Guinée, comme réfugié, il écrit à sa sœur dans une longue lettre son expérience atroce. Il viendra s'éteindre sous les yeux compatissants de sa sœur dans une clinique au sud de Paris. Bolboul, presque orpheline, promet fermement qu'elle reviendra au pays de ses ancêtres, la Sierra Leone. Monsieur Camara, bonjour, je vous serre la main. Soyez la bienvenue. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Comme moi aussi, je suis vraiment bien flatté d'être avec vous aujourd'hui et partager un peu le contenu de mon livre. Je suis vraiment très ravi et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Donc, un plaisir que nous partageons avec l'auteur Famara Camara. Donc, pour faire la causette autour de son ouvrage, je l'ai déjà dit, Âme noire en péril, publié chez Edilivre. C'est un nouvel ouvrage justement, et bien qu'on a le plaisir aujourd'hui de pouvoir partager avec vous, parce qu'on a le bonheur d'avoir l'auteur avec nous sur le plateau. Alors, on va commencer tout de suite, et tout de suite. Le titre de votre roman, donc là on ne l'avait pas souligné, c'est un roman. Le titre de votre roman, c'est Âme noire en péril. C'était un plaisir pour nous de le lire. On va en parler un tout petit peu. Évidemment, l'objectif de cet entretien ne serait pas de parler de tout, histoire aussi d'amener les téléspectateurs de se procurer de l'ouvrage. En tout cas, on le recommande. Bien, Âme noire en péril, déjà ce titre, pas énigmatique, mais qui suscite beaucoup de questions. Ça soulève beaucoup de questions dans la tête. C'est comme une alarme. Quand ça sonne, tout le monde est éveillé. On dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Âme noire en péril. Voilà, exactement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce titre-là? Qu'est-ce que ce titre évoque pour ce roman? C'est quand on voit. C'est quand on voit des victimes. C'est quand on voit les enfants. C'est quand on voit les femmes. C'est quand on voit les hommes. Mais on les voit comment? On les voit mutilés. On les voit qui se fait violer. On voit les enfants mutilés. Un bébé mutilé. Ça nous alerte, ça nous demande, ça éveille en nous. On dit attention, l'Afrique, âme noire est en péril. C'est un cri d'alarme pour dire attention, âme noire en péril. Et là, ce n'est pas seulement cette rébellion. Jusqu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, je me dis attention, encore, âme noire en péril. Âme noire en péril, donc le tout nouveau roman de Famara Camara, autour duquel le numéro parenthèse d'aujourd'hui est exclusivement consacré pour vous. Donc là, Famara, vous nous parliez du titre, vous expliquez le titre comme un cri d'alarme. Un cri d'alarme. Donc, âme noire en péril, donc âme noire qui fait référence à l'Afrique, je l'avais dit. Et puis, bon, pour l'avoir lu, effectivement, on a un roman dont l'histoire est construite autour des affres de la guerre. Et des faits réels. Oui, d'accord. Des faits réels. Oui. Parce que là, c'est ça l'importance de ce roman. C'est pourquoi j'y tiens. Oui, mais ça on le voit. Je tiens. Même dans le texte aussi. Voilà, et je veux vraiment le faire voir par l'Afrique et les Africains. Je veux qu'il soit présent dans tous les pays africains. Parce que ce problème existe partout en Afrique. Je veux que ça cesse.
que ça s'arrête. L'épineuse question des conflits en Afrique. Et alors, pour essayer, là, on était autour du roman, le titre, en gros, la trame générale. On va essayer de rentrer là-dedans. C'est une histoire, votre roman, d'une famille, d'une personne plutôt aisée, sans problème, et dans un pays normal, un pays africain normal. Je partage avec les téléspectateurs aussi que l'histoire, et d'ailleurs pour nous c'est un plaisir à l'émission, je veux dire, parce que c'est la première fois qu'on reçoit un roman qui nous plonge dans l'histoire de ces conflits, précisément dans un pays frontalier à la Guinée qui est la Sierra Leone. Donc c'est le décor que vous avez choisi pour expliquer cette histoire, que je rappelle encore une fois, évoque comme toile de fond, comme trame, c'est la guerre, c'est le conflit. Bon, sauf que comme dans toutes les histoires, ça commence dans un pays tranquille, une ville tranquille, une famille normale, plutôt super bien. C'est d'ailleurs quelque chose qui frappe tout de suite le lecteur, parce qu'en général, donc, quand on parle de l'Afrique, dans les histoires, c'est le côté misérabiliste qui est plutôt mis en avant. Là, vous avez choisi un des personnages forts dans le roman, justement, qui est quelqu'un de plus ou moins aisé. Je vais rapidement même dire, lors d'un repas, comme ça, il est content parce que les résultats scolaires de ses enfants étaient positifs. Et pour exprimer, il offre un cadeau à sa fille, pour faire court, une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Et je veux dire, c'est très intéressant parce que à partir de ce moment-là, dans la lecture, on est jeté à l'eau. Alors, le lecteur est bousculé, tiraillé par cette suspense parce qu'on a envie de savoir. C'est plutôt une belle histoire qui démarre tout de suite. Et d'ailleurs, vous décrivez, et ça c'est une scène absolument intéressante. C'était le tour d'un repas. Normalement, quand on offre un voyage pour aller étudier à son enfant, à sa fille aux États-Unis, plutôt que ce soit célébré comme une fête, une bonne nouvelle, mais la fille à laquelle ce cadeau a été offert, ça l'a plutôt attristée. Parce qu'elle voyait ça comme une séparation. C'est-à-dire qu'un éloignement. Elle devait être éloignée de la famille à laquelle elle est attachée. Et ça, c'est intéressant parce que ça frise, ça casse un peu aussi avec le fait que, aujourd'hui, tous les jeunes sont attirés par l'Occident, tout le monde veut partir à tout prix. Mais c'est crédible par rapport à l'histoire parce que le père est quelqu'un dont il ne manque rien. Donc les enfants, par ricochet, ont accès à tout. Et puis je vais vous donner la parole. C'est-à-dire que là, à partir de là, pour aller dans cette dynamique d'envoyer sa fille aux États-Unis pour les études, et c'est ça qui est intéressant chez ce personnage, il est à la fois quelqu'un qui est un citadin, je vais vous laisser parler le nom de la ville, comme c'est décrit dans le roman, mais il est citadin, mais en même temps, on s'aperçoit, quand il envoie sa fille au village, qui est Boulboul, donc, ça c'est la fille, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est attaché, ancré, qu'il y a un ancrage même très fort du personnage à la culture, mais même mystique, mystérieuse, si vous voulez, de ce personnage. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Voilà, je voulais sortir là que cet Africain qu'on pense qu'il est ignorant ou qu'il est pauvre, misérable, toujours, que non, c'est pas vrai. Et des Africains qui sont détachés ou bien qui sont seulement enfoncés, leur tête est dans le sac de la culture et ils ne peuvent pas se débarrasser, ils ne peuvent pas en sortir, que c'est pas vrai. Cette famille, c'est un exemple. Oui. Parce que le monsieur, il a tout. Mais il est aussi attaché à son village natal, Sabouya. Et même, je voulais dire par là aussi, parce qu'en quelque sorte, c'est comme une immigration.
Boulboul qui quitte son pays natal pour aller ailleurs étudier. C'est un voyage. Cela ressort aussi aux yeux du monde entier que les Africains ne fuient pas l'Afrique. Entre parenthèses, bien sûr, ne fuient pas. Oui, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Que le voyage qui le prépare, les Africains, ils ont un cœur de quitter leur famille. Ils le font par il y a un objectif. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent s'amuser. Ils ne quittent pas l'Afrique parce qu'ils veulent s'amuser juste pour prendre l'avion. C'est ça. Donc il y a cet attachement à sa famille. Donc elle ne veut pas partir. Sa maman aussi ne veut pas la laisser partir. Elle est triste aussi. Voilà. Tous ceux qui prennent l'avion, tous ceux qui prennent le bateau, c'est pas parce qu'ils veulent. C'est parce qu'il y a un objectif à atteindre. Donc de ne pas nous voir arriver, dire qu'ils sont encore arrivés. Non. Ce qu'on a laissé à la maison, c'est riche. C'est intéressant, c'est trop fort. Il y a un déchirement donc, qui est attaché à tous les départs. Voilà. Et effectivement, on le ressent. Mais par contre, c'est un peu paradoxal. Vous allez nous expliquer, puisqu'on a la chance de vous avoir sur le plateau. C'est que quand Boulboul va au village, il y a en quelque sorte une préparation de son voyage au village. Je voulais qu'on s'y attarde un tout petit peu, parce qu'effectivement, c'est un passage qui marque. En tout cas, pour mon expérience de lecteur, ça m'a marqué parce que effectivement, cette vie traditionnelle, culturelle, les rituels, etc., la curiosité aussi de Boulboul de savoir tout ça, il y a une préparation mystique de Boulboul avec et puis effectivement l'auteur le narrateur nous explique que le grand-père, on comprend que le grand-père a des pouvoirs mystiques, magiques, même et tout, parce qu'un passage où il dit il demande à la marmite de bouillir et que la marmite se mette à bouillir. Et puis à un moment donné, après des incantations, je sais plus, des paroles mystiques qu'on peut assimiler bien sûr à des versets, quelque chose comme ça, en tout cas des formules magiques. L'eau qui bout plutôt, il demande à sa petite fille de plonger la tête là-dedans. Elle... en croyant à son grand-père, elle n'a pas forcément hésité et elle s'est exécutée. Et elle plonge la tête, donc, entre guillemets, dans cette eau bouillante, ce qui suppose qu'elle ne sent pas l'eau bouillante. Qu'est-ce que vous avez voulu... Alors, il y a d'autres choses aussi. Il a fait des choses plutôt, pas mal de miracles. Et puis, il y a cette histoire aussi de lion qui se fâche, qui rugit, etc. Et il y a aussi ces histoires que la grammaire raconte. Donc, en gros, on est dans une préparation, mais mystique, de ce voyage que Boulboul s'apprête à effectuer du côté des États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, vous dites que l'histoire nous apprend que c'est à l'université Phoenix, l'université of Phoenix de Chicago. Exactement. Vous savez, j'ai une amie qui a lu le livre. Quand il a lu la partie, elle me dit, mais je voyais tous les Africains dedans. Tous les Africains qui quittent en Afrique pour faire un voyage, ils font des consultations. Bon, la plupart, voilà. La plupart, ils font des consultations pour voir est-ce que le voyage serait bon, est-ce qu'il y a quelque chose, il faut faire des sacrifices. Mais ça se fait de plusieurs façons. Exactement. On va sur des parents pour bénir ça fait partie de la culture, ça. L'ensemble, en tout cas, un Africain qui voyage dans les conditions normales, il a ce trouille dans son ventre. Tout ça, c'est pour vous dire au monde entier que nous quittons en Afrique, c'est parce que peut-être quelque part on a un objectif, on est obligé de quitter. Sinon, tout ce trouille-là qui nous a
qui nous amène dans la préparation de notre voyage, c'est ce que je veux faire sortir. Oui, c'est pas facile. Oui, mais et puis c'est pas facile. La peur de l'inconnu, c'est un voilà, l'inconnu. Voilà, il y a aller dans l'inconnu. Oui. Tout ça là, ça nous fait peur. Donc, si on s'engage dedans, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Il ne faut pas qu'on nous traite de diable qui vient encore ici nous manger la soupe. Non. C'est un peu révolté. Qu'est-ce qui vous choque? Mais oui, parce que là, pourquoi j'ai dit là encore, je vois que juste aujourd'hui, c'est nous qui sommes en péril par l'immigration. C'est injuste. Quelqu'un ne doit pas mourir parce qu'il veut quitter là pour venir là. Un point A pour un point B. Il ne doit pas mourir, normalement. Mais c'est nous qui sommes tués dans ça. Et quand vous prenez, c'est seulement les Africains qui sont tués dans ça. Est-ce que c'est seulement les Africains qui s'immigrent? Non, je dirais non. Les Américains, ils sont en France, ils vivent là-bas, ce sont des immigrés. Les Asiatiques, ils sont pleins partout, dans le monde entier, c'est des immigrés. Mais est-ce que vous avez repêché un corps de ces gens-là, des autres quelque part, je ne sais pas, dans l'avion ou bien... Oui, du côté du Messie. Voilà, c'est ça. Donc j'ai essayé de faire ressortir que nous ne voyageons pas pour voyager. On ne quitte pas l'Afrique juste pour quitter, simple plaisir de quitter. On quitte pour faire quelque chose, c'est un objectif qui nous pousse à le faire. On ne doit pas être tué dans ça. Donc, ça, c'est une petite partie, parce que là, Boulboul va quitter son pays natal, elle va prendre l'avion, et vous verrez dans l'avion, elle a cet ami... C'est d'ailleurs le troisième chapitre. Voilà, exactement, cet ami d'enfance ou de l'école. Bon, puisqu'elle était étranger dans l'avion et regardait par-ci par-là, qui ne lui disait rien. C'est comme tout le monde qui vient de commencer l'avion. On regarde, on est émerveillé. Et c'était ça, Boulboul. Mais après, il a vu, ça ne sert à rien, il faut que j'arrête de regarder dans le néant. Oui. Elle a commencé à regarder autour d'elle. Elle a perçu, elle a mis juste à côté et dit, ah ben, tiens, tu es là, toi? Depuis quand tu es là? Elle dit, mais on s'est embarqué à ça. Ah oui, d'accord. Ils se sont serrés la main, ils ont toujours presque les mêmes objectifs, ils veulent aller étudier. Ils veulent aller étudier pour venir servir leur pays, la Sierra Leone. Vous voyez? Donc c'est important ça. Donc ils ont pris l'avion, ils sont partis, et avec les différentes escales, souvent parfois aussi les escales qui sont imposées, parce que c'est la colonisation qui nous a presque imposé ça comme ça, on peut le dire. L'avion qui décolle en Sierra Leone, il veut faire un grand voyage, une grande distance, et il va se poser d'abord à Londres, comme quand on prend Air France ici, il faut venir d'abord à Paris pour que vous soyez... oui, c'est comme ça. La Sierra Leone est passée obligatoirement par Londres. Oui, il y a des avions, quand on prend en Sierra Leone, obligatoirement, tu feras une escale pour faire un changement, pour aller passer par là. Vous voyez, bon, ça, on peut dire que c'est des détails, ce ne sont pas importants. Mais il y a ça aussi que j'ai décrit dans le roman. Arrivée à Chicago, elle a été accueillie au Chicago par une famille très merveilleuse, Mr. Stone et sa femme. Et ils ont une fille aussi qui s'appelle Jacqueline Stone, mais par contraction, c'est les Américains, ils disent Jackson. Donc c'est une contraction qu'ils font au niveau des prénoms. C'est leur style, c'est le style américain. Voilà. Mais après, la guerre. Oui. Parce que pendant qu'elle prépare son voyage, et les rebelles aussi sont en train de guetter le pays. Ils faisaient des agressions, des va-et-vient, Libéria, Sierra Leone. Tantôt on dit, ils ont attaqué, non, ils sont retournés. Ils ont attaqué, ils sont retournés. Et 8 mois plus tard, l'avancée des rebelles dans le pays est devenue très, très, très inquiétante. Et avec, je ne sais pas, une vitesse incroyable. Et ça, qu'est-ce qui a alimenté ça? C'est comme quand on met le feu ici, paf, le feu s'échappe et continue à brûler de façon anarchique.
Pourquoi? Parce que le terrain était préparé. Oui. C'est-à-dire le terrain, toutes les conditions, voilà, toutes les conditions étaient réunies pour en fait. que ça explose et que ça prenne une ampleur considérable. Que j'ai mentionné dans le livre, surtout la pauvreté et le chômage des jeunes. Ouais. Dans un pays où les 80% des jeunes, des bras valides, n'ont rien à faire, c'est un pays dangereux. Oui. Ils deviennent du coup un C'est un pays- combustible. pour Voilà, allumer le c'est des feu. combustibles, ça. Effectivement. Et j'en ai dit, j'en ai parlé. Il ne faut pas que l'Afrique, il ne faut pas que les pays, les dirigeants africains oublient cet aspect. C'est un aspect très important. Sa jeunesse, il faut l'occuper. Si on n'occupe pas sa jeunesse devient dangereuse. C'est une poudrière. Oui. Elle peut servir à tout. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vienne les manipuler. Sinon, regardez, un monsieur Fodé Sankan. Fodé Sankan, il a quel niveau ce monsieur? Il n'a même pas de cerveau. Il a fait. J'ai décrit un peu sur lui parce que il était dans l'armée. Pendant tout ce temps, il n'a pas dépassé le grade de caporal. Oui. Caporal. Oui. C'est pas lui, parce que le terrain était propice. Oui. Donc ça peut être une espèce d'alarme, Ouais. comme c'est le titre, Ouais. âme noire en péril. C'est pour la l'alarme, Guinée, ouais. mais alarme aussi Ouais. pour le Mali, Ouais. qui connaît quelques petits soucis. Exactement. Ça peut aussi être alarme pour la Côte Pour d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Même qui a déjà connu une situation, Comme n'est ça. pas à l'abri Ouais. d'une nouvelle situation. C'est alarme pour le Nigeria qui déjà est à fond là-dedans avec le terrorisme. Le Niger, j'en parle pas, etc. etc. Centrafrique. Et Centrafrique, avec tout ce qu'on connaît. J'ai Congo, Kinshasa, partout, Oui, partout oui. en Afrique. Parce que je ne sais pas ce que représentent les élections pour l'Afrique. Je me demande. Les élections doivent être quelque chose qu'on doit vivre de façon aisément. Mais je ne sais pas, l'Afrique, ça représente quoi? Une source de tension, une source de déchirure, c'est-à-dire tout est mélangé, on ne comprend rien. Tout- C'est ça, Oui, oui. l'âme noire en péril. Si vous voulez seulement de vous joindre à nous, évidemment, le numéro parenthèse d'aujourd'hui est exclusivement consacré à l'ouvrage de Mfamara Kamara qui est avec nous sur le plateau. Et le titre du roman, c'est Âme noire en péril. Alors, vous nous avez expliqué en tout début que le titre de votre roman, d'abord, exprime un cri de cœur. C'est une espèce d'alarme hein, sur tout ce qui se passe autour de nous en Afrique aujourd'hui. Et vous avez parlé, et ça c'est très frappant, je reviens là-dessus parce que c'est quand même important, vous dites, quand on regarde tout ce qu'il y a comme mutilation, des hommes sont mutilés, des femmes sont mutilées, donc il faut dire aussi tués, mais même des enfants, des bébés sont mutilés, parce qu'on a effectivement connu des situations très dramatiques hein, en Sierra Leone, et pas seulement en Sierra Leone, Libéria, et puis en Congo-Brazzaville, on sait, avec toutes les histoires de viol aussi pendant les conflits armés. Quelles sont les ressources sur lesquelles vous avez fait pour agencer les différents décors jusqu'aux États-Unis et puis le retour hein. Mais juste avant, je voudrais vous entendre un tout petit peu, et là vraiment c'est pas pour tout expliquer, hein, un tout petit peu sur les études de Boulboul aux États-Unis et puis la guerre. 8 mois après, quand Boulboul est parti, 8 mois après, la progression devient du jour au jour très inquiétante. Oui. Et c'est là. Mais je voulais juste expliquer, cette force de progression c'est-à-dire c'était un terrain propice. Oui, déjà. Ce n'est pas un grand effort que les seigneurs de guerre ont mis en place pour avoir ce résultat. Ce résultat-là, ça ne vient pas de leur effort. Non, c'est la porosité même voilà, de la société. Voilà, la société était presque prête à ça. Oui.
Parce que, imaginez, quand on dit dans un pays, les 80% sont en chômage. Oui. Et avec plus de 80% des jeunes n'ont pas de travail. Ces jeunes-là. Mais on n'est pas loin de cette situation en Voilà, Guinée ici. c'est ce qui fait peur. Oui. Vous savez,